Si vous pensez que la loi de Boyle est un concept théorique qui sert à pas grand-chose, détrompez-vous. Bonjour tout le monde, Luc Fournier du département de physique au Cégep de l'Outaouais. Je suis en présence de David Paquette du département d'inhalothérapie pour vous parler d'une belle application de la loi de Boyle dans les sciences santé. Mais avant d'aller plus loin, dans une autre capsule, je vous ai parlé c'était quoi une inhalothérapeute avec Caroline Monn, mais maintenant je vais, peut-être pour différencier, pour que vous compreniez bien la différence entre les différents experts dans le milieu de la santé, je vais demander à David, c'est quoi la grande différence entre un inhalothérapeute et un infirmier ou une infirmière? Bien, en fait, l'inhalothérapeute va vraiment agir comme spécialiste de la respiration et du système cardiovasculaire pulmonaire. Il va aussi avoir un grand rôle au niveau de la gestion des voies respiratoires des patients. Alors, on va vraiment prendre en charge la ventilation, la respiration des patients qui ne peuvent plus le faire en situation comme au bloc opératoire en chirurgie ou dans le coma, par exemple. Donc, on peut-tu dire que quand un patient est inconscient, ces signes vitaux, c'est vous qui les monitorez? Oui, on va participer là, au monitoring avec l'infirmière et le médecin, mais on va vraiment être spécialisé au niveau de la respiration et du cœur. On va aussi travailler dans des épreuves cardiovasculaires et pulmonaires. Puis justement, aujourd'hui, l'appareil dont on veut parler, c'est le plethysmographe, qu'on appelle aussi le body box en bon français. C'est quoi à quoi ça sert cet appareil-là qui est hermétique comme ça, qui est fermé? Donc cet appareil-là va nous permettre d'aller mesurer des volumes d'air qui restent emprisonnés dans les poumons et en fait qui empêchent les poumons là, de se collaber. Donc quand on expire tout l'air de nos poumons, il reste toujours un petit volume qu'on ne peut pas juste aller mesurer là, en calculant toute l'air que le patient peut sortir. Et à l'aide de formules de physique, on est capable d'aller mesurer ce petit volume d'air-là et qui va nous donner beaucoup d'indices sur quelle pathologie le patient pourrait souffrir. Oui, comme justement, l'intérêt de mesurer ce volume-là, c'est quoi ce qu'on appelle, je pense, le volume résiduel? C'est quoi l'intérêt de connaître ce volume-là chez certains patients? En fait, il y a des patients qui vont avoir un volume qui va être exagéré, un volume qui reste emprisonné dans les poumons. Et lorsque le volume est exagéré, et qui reste emprisonné, il ne participe plus aux échanges gazeux, donc à l'oxygénation du patient et à sortir le CO2 de son corps. Puis finalement, comment est-ce qu'on la fait la mesure, en gros, si un patient fait la mesure? Oui, donc on va avoir besoin de fermer la porte parce qu'on veut vraiment mesurer les différences de pression et de volume. On va demander à la personne de garder les mains sur les joues. On ne veut pas que les joues gonflent. La personne va mettre les dents et les lèvres bien étanches et serrées autour, tout en mettant la langue sous le trou, si vous voulez. On va demander à la personne de respirer calmement, normalement, pendant quelques respirations. Et avec ces respirations-là, on va vraiment établir où est la ligne des respirations normales et où débute là, la réserve respiratoire et le fameux volume qui reste dans les poumons cachés. Ensuite de ça, on va aviser le patient qu'une certaine valve va venir se fermer et à ce moment-là, la personne va devoir faire des halètements. Donc, respirer comme un petit chien, des petits volumes, de manière répétée, assez rapide et de sorte à comprimer et décomprimer le thorax. Sans qu'il y ait de l'air qui puisse sortir et entrer des poumons. Exactement. Et ça dure quelques secondes. On prend des mesures de pression, de volume, et puis la valve se libère, la personne peut respirer calmement, et ça marque la fin du test. Bien, merci beaucoup. Moi, je vous vois dans 2 secondes pour vous expliquer c'est quoi la physique derrière cette mesure-là, pourquoi il ne faut pas que le poumon puisse échanger d'air avec l'extérieur. Donc, je vous vois tout de suite. Donc, pour comprendre comment est-ce qu'on mesure des volumes pulmonaires, on va utiliser la loi des gaz parfaits parce qu'on ne peut pas mesurer le volume d'un poumon comme on mesurait, par exemple, le volume d'un verre, ce qu'on ferait juste mettre de l'eau dedans. Avec le poumon, c'est de toute évidence pas possible. Donc, on part de PV = RT. Pour définir les variables, P, c'est la pression, V, c'est le volume, N, c'est le nombre de particules et T, la température. R, c'est la constante des gaz parfaits qui vaut 8,31, mais on n'aura pas besoin de cette valeur quantitative-là aujourd'hui. Tout ce qui est important de savoir, c'est que cette constante R-là est une constante. Autre chose aussi, je vous annonce qu'on ne chauffera pas ou refroidira pas le patient, donc la température va demeurer constante. Et aussi, N, on va devoir faire le test de plethysmographie pour mesurer les volumes pulmonaires va se faire avec aucun échange gazeux avec l'extérieur, de sorte que N, le nombre de particules d'air dans les poumons, est constant.
Ceci veut dire que le produit PV va demeurer constant. Vous avez peut-être vu cette chose-là comme P1V1 égale P2V2, c'est-à-dire que le produit PV à un instant 1 va être égal au produit PV à un deuxième instant, qu'on appelle aussi la loi de Boyle-Mariotte. Mais avec la loi de Boyle-Mariotte, qui est P1V1 égale P2V2, ça ne nous permet toujours pas de mesurer un volume pulmonaire. On a maintenant deux volumes inconnus à la limite si on essayait de travailler avec la formule à 2 instants. Donc, pour réussir à comprendre ça, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. La loi de Boyle nous dit que produit fois volume est constant. Si on représente sur un graphique, par exemple, le volume sur l'axe des Y et la pression sur l'axe des X, l'aire de ce rectangle-là ici va être égal au produit PV, parce que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Et ça doit demeurer constant. Imaginez qu'on essaie de faire augmenter le volume. Bien ça va faire augmenter l'aire du rectangle. Et c'est pas possible, parce que la loi de Boyle nous dit que le produit PV doit être constant et donc que l'air ici doit être constante. Donc si on tente de faire augmenter le volume, la pression va s'ajuster pour venir maintenir l'air du rectangle qu'on a ici. Donc vous avez en bleu pâle l'air initial et en bleu plus foncé l'air final. Ces deux surfaces-là doivent être équivalentes. Ça veut donc dire que la surface en bleu hachuré qui était ajoutée lorsqu'on a augmenté le volume de ΔV doit correspondre à la petite surface en rouge qui a été retirée lorsque la pression a diminué. Si les deux variations de surface sont les mêmes, ça veut dire que l'aire complète, la surface complète du rectangle demeure constante. La surface du petit rectangle en bleu ici, c'est P fois ΔV et celle en rouge, c'est V fois ΔP. Le signe négatif est là pour nous dire que ici, ça a été une aire qui a été perdue. On est venu retirer une partie de la surface. On obtient que P fois ΔV va être égal à moins V fois ΔP. Si on isole les variables différemment, ça fait que le volume divisé par la pression va être égal à moins la pente volume-pression, c'est-à-dire moins ΔV sur ΔP. C'est ce qu'on voit sur les photos prises par l'enregistrement du splétismographe. On voit vraiment la courbe qui est tracée, qui est une courbe de variation de volume par rapport à une variation de pression. En pratique, comment tout ça se passe? Donc, si vous vous en souvenez, on voyait le patient respirer contre un clapet. Donc, même s'il n'y a pas d'échange gazeux, on créait des petites variations de volume dans son poumon. Le capteur à la bouche, donc le clapet qu'on met à la bouche, est capable de mesurer la pression environnante et aussi les variations de pression causées par les efforts de respiration. Et finalement, on ne peut pas mesurer le volume, mais la grande boîte hermétique dans laquelle le patient se trouve pour faire le test, lui, est capable de mesurer les variations de volume. Donc, on voit ici que le volume, en faisant bouger le volume des poumons, ça fait changer le volume d'air dans la cage. Et il y a un petit débitmètre ici qui va venir mesurer ces variations de volume-là. Donc, en résumé, si on regarde notre équation, on a V sur P qui est égal à moins ΔV sur ΔP. P et ΔP, on peut être mesurés par le clapet à la bouche. ΔV peut être mesuré par la grande boîte du splétismographe. Et le seul inconnu, c'est le volume. Et donc, à partir de cette technique-là, on est capable de mesurer le volume pulmonaire. Donc, le concept que j'ai vu au secondaire qui s'est retrouvé dans ma technique est celui, dans le fond, c'est un concept qu'on voit en chimie de secondaire 5, qui est celui de la formule de dilution, le C1V1 est égal à C2V2. On l'utilise beaucoup en deuxième année, dans le cours d'anesthésie, de réanimation et d'anesthésie. On fait beaucoup de dilution et de préparation de médicaments. C'est à ce moment-là qu'on utilise cette formule.